RTL, 14h-15h30, c'est le Bon Dimanche Show. C'est au théâtre de Charleville-Mézières que Jérémy répète le plus souvent, avec le soutien du directeur des lieux, un soutien précieux pour ce jeune homme qui a déjà écrit un one-man show. Moi, depuis ce matin, je suis aussi gêné que vous, je sais pas où me mettre. Et le problème, c'est que votre mère non plus, on sait pas où la mettre, hein. Et parce que dans les frigos non plus, elle ne passe pas, votre mère. Non, je ne la commande pas, cette partie. Je ne la commande pas parce que je risquerais de donner mon avis personnel et je ne pense pas que cela vous intéresse. Mesdames et messieurs, bonsoir. En raison d'un incident indépendant de notre volonté, le spectacle de Jérémy Ferrari va bientôt commencer. On ne peut pas rire de tout. D'ailleurs, si vous allez voir d'autres humoristes très engagés, comme par exemple ma collègue Sophia Aram, eh ben vous verrez quand même parfois on peut ne pas rire du tout. Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Elle est géniale, cette religion. Qu'est-ce qu'il a fait, Gandhi, à part se promener toute la journée dans les rues de Bombay en robe de chambre? C'était bien la peine de libérer l'Inde des Anglais si c'était pour la laisser dans un état pareil. Parce que moi, quand je prends l'Eurostar pour aller à Londres, j'ai pas un mec à côté de moi en train de faire caca avec une poule sur les genoux. Bonjour et bienvenue sur RTL, merci de nous rejoindre en ce dimanche après-midi et merci d'accueillir celui qui va nous accompagner pendant 1h30. C'est le Bon Dimanche Show de Jérémy Ferrari. Bonjour. Salut Jérémy. Mais bonjour, salut, ça va? Bienvenue sur RTL, ça va très bien, je suis ravi de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravi. Je mange, je dors Jérémy Ferrari depuis une semaine. C'est pas simple de préparer une émission quand on vous a comme invité pendant 1h30 parce qu'on sent que vous êtes calé sur tous les sujets. Ah, je crois surtout que je m'exprime uniquement quand je pense maîtriser le sujet, c'est surtout ça. Mais c'est vrai, c'est d'ailleurs ce que vous dites souvent en interview. Ouais, vous dites là, je sais, là par contre, je mets un bémol parce que j'ai pas vérifié. Ça a commencé. En fait, c'était suite à une interview, je sais plus sur quelle radio, où en fait, je venais pour parler de mon spectacle, etc., etc. Et puis comme on sait que j'aime bien parfois, enfin c'est pas que j'aime bien, c'est que c'est arrivé régulièrement que je sois un peu en débat ou que ça rentre un peu en polémique avec d'autres invités présents sur le plateau. C'est devenu un peu une habitude. On se dit tiens, on a Ferrari, on va lui sortir tous les thèmes touchy et puis on va lui demander son avis sur tous les trucs. Et en fait, c'est vrai que et là je m'exprime aussi auprès des artistes peut-être qui nous écoutent. Genre, je dis vraiment. En fait, je me suis aperçu pendant cette interview. En fait, pourquoi je me sentirais obligé de répondre à cette question. En fait, j'ai le droit de pas répondre. Et comme on est dans une époque où on est en surinformation de tout, c'est-à-dire tout le monde donne son avis, les informations, enfin on est dans la surenchère permanente, on peut plus ouvrir une fenêtre, un réseau social, une télévision sans avoir 450 informations différentes sur le même sujet. En fait, je me dis mais non, en fait, quand je vais pas maîtriser le sujet, quand je suis pas sûr de ce que je dis, soit je vais dire c'est mon avis mais peut-être je me trompe, soit je vais carrément dire je ne parle pas de ce truc parce que je sais pas en fait. Donc si c'est pour me remettre un avis vide sur un tas d'autres avis vides qu'il y a déjà et qui existent déjà, ça sert à rien, quoi. Mais c'est pour ça qu'en préparant l'émission, j'ai fait la même chose que vous. Pourquoi j'irais définir Jérémy Ferrari alors qu'on se connaît pas très bien? Le mieux serait de demander à des gens qui le connaissent. Du coup, j'ai appelé 2-3 personnes et je leur ai demandé, mais alors Jérémy Ferrari, si vous pouviez me le définir, vous dire il y a quoi? On commence par Arnaud de Samer. Bonjour, c'est Arnaud de Samer. Alors, pour moi, Jérémy Ferrari, c'est bien avant tout une sécurité financière. On est sur une personne qui a développé un empire, qui brasse plusieurs millions. On va appeler un chat. Et donc, quand on fait partie de cet empire, puisqu'il est producteur de mon spectacle, on bénéficie également de cette sécurité financière. Jérémy Ferrari, c'est également un ami fidèle, généreux en amitié. Alors il aimerait énormément avoir une place plus importante dans ma vie que celle qu'occupe mon fils, mais pour l'instant j'essaye de lui expliquer que ce n'est pas possible. Et puis Jérémy, c'est l'artiste qu'on connaît, qui n'a pas encore une grande notoriété, mais qui travaille et qui, à force de travail, réussira à se faire reconnaître un jour. Un jour, c'est déjà le cas, c'est en bonne voie en tout cas. Ça c'était Arnaud de Samer. Autre définition, on a demandé à Guillaume Batz de définir Jérémy Ferrari. Pour moi, Jérémy Ferrari, c'est qui, c'est quoi? C'est un génie, Jérémy Ferrari. C'est un auteur incroyable, un ami en or. Voilà, ça c'est la version officielle. Et la version officieuse, c'est que il est un peu tout ça quand même, mais il est très exigeant. C'est un connard, voilà, c'est un connard. Mais c'est un gentil connard malgré tout, voilà. Un connard qui a du pognon, donc je peux pas trop dire de mal, quoi, parce que c'est lui qui me fait vivre, donc
Donc bon, voilà, je t'aime, Jérémy. Je t'aime fort. On a quand même la sécurité financière qui est très présente. On sent que ça revient. Oui. Il y a un vrai truc par rapport à ça. C'est qui Jérémy Ferrari? C'est la question qu'on a posée à Baptiste Le Caplin. Bonjour, c'est Baptiste Le Caplin. Alors pour moi, Jérémy Ferrari, c'est plein de choses. Jérémy Ferrari, c'est avant tout le travail, l'acharnement et l'excès. L'excès en ce qui a pu être pas bien, mais c'est surtout l'excès en ce qui est très bien aujourd'hui, à savoir la fidélité dans le travail et dans l'amitié, et l'excès en Kinder Bueno. Gros bisous, Jérémy. Le Kinder Bueno, c'est votre nouvelle addiction? Ça le fait beaucoup rire parce que j'ai la chance d'avoir, je travaille vraiment beaucoup. Ça m'arrive qu'on me prépare mes déjeuners. Et donc, on m'apporte mon déjeuner. Et donc, un jour, on était dans le bureau et donc, la personne m'apporte mon déjeuner. Et j'avais un demi Kinder Bueno. Comme ça, sur la boîte de la salade, parce que je fais très attention à ce que je mange. Voilà. Et donc, mais pourquoi t'as un demi Kinder Bueno? Je dis parce que je suis dans l'excès de Kinder Bueno. Et donc ça l'a fait mourir de rire. Tout le monde est au courant, donc du coup tout le monde, même un Kinder Bueno, on m'apporte pas un Kinder Bueno, on m'apporte un demi Kinder Bueno. Et enfin, on a posé la question à Laurent Ruquier, évidemment. Bonjour, oui, c'est Laurent Ruquier. Alors pour moi, Jérémy Ferrari, comme son nom l'indique, c'est le numéro 1 de l'humour. Moi, j'ai Ahmed Silla pas loin de moi qui me fait non, c'est moi le numéro 1. Mais quand même, Ferrari, c'est évidemment l'humour noir. Ah, j'ai Ahmed Silla qui me dit non, l'humour noir, c'est moi aussi. Bon, et quand même, Jérémy Ferrari, avant tout, c'est un ami fidèle et je l'embrasse très fort. Bye bye, Jérémy. Laurent Ruquier, et vous l'avez dit souvent en interview, c'est un peu celui qui vous a permis de vraiment partir dans cette carrière à un moment où vous disiez je vais jeter l'éponge, j'y arriverai pas, quoi. Laurent, c'est y a beaucoup de gens qui parlent de cette manière de Laurent parce qu'il a lancé, il a changé la vie de beaucoup de monde. J'aime à croire que je suis un des plus sincères quand je le dis. Laurent a changé complètement ma vie. Il l'a fait pendant 12 ans parce qu'il l'a fait pas. On se rappelle de Laurent sur On ne demande qu'à en rire, mais il n'a pas fait que ça pour moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Parfois des choses que j'ai compris qu'après. Je peux donner quelques exemples. Mais par exemple sur On ne demande qu'à en rire, il m'a pas seulement ouvert la porte de l'émission, il a expliqué aux gens ce que je faisais. Et ça, c'était extrêmement important parce que moi, je suis arrivé sans filtre en disant juste voilà, moi je fais ça, je fais des sketchs hyper dark, l'homophobie, le racisme, la misogynie. Laurent, il a pris le temps d'expliquer aux gens. Il a pris le temps de dire vous comprenez ce qu'il veut dire, regardez exactement quand il dit ça, ça veut dire ça, quand il dit ça, ça veut dire ça. Donc il a éduqué les gens à mon il les a amenés à votre humour, quoi. Exactement. Et si j'ai été l'un des préférés dans cette émission, c'est en grande partie aussi grâce à lui parce que il a appuyé ça. Donc ça a été le début où effectivement il a déjà changé ma vie parce que je suis passé, moi au moment où je rentre dans On ne demande qu'à en rire, ça fait déjà 7, 8 ans, 9 ans que je suis à Paris, que je ne vis pas de mon métier, je suis pas intermittent, je suis rien. Vous enchaînez les petits boulots. C'est compliqué, c'est la vie. Mais je veux dire, ce qui était dur, c'est pas de faire des petits boulots, de me lever à 5 heures pour aller faire des boulots compliqués, parce que ça, moi j'ai vu mes parents faire ça toute leur vie, donc ça pour moi c'était normal. Mais ce qui était difficile, c'est de même pas être intermittent du spectacle, de pas arriver du tout à vivre de ce métier, alors que la plupart des humoristes dont on ne demande qu'à en rire étaient déjà au moins intermittents, même si c'était pas très connu. Donc déjà, il change ma vie parce que au moment où je rentre dans On ne demande qu'à en rire, j'ai un pote qui m'a proposé un job dans une boîte de nuit à Cancun, et donc j'ai décidé de partir. Et donc j'ai pris une dernière résidence dans un théâtre pendant 3 mois, au théâtre des Trois Bornes, et je me dis bon, s'il se passe rien pendant ces 3 mois, j'arrête. Et puis j'ai une amie journaliste qui parle de moi à Laurent, qui dit il faudrait qu'il vienne dans On ne demande qu'à en rire. Moi je vous dis la vérité, hein, j'arrive, je vois Chantal Goya qui met des notes à des humoristes. Je dis non, moi je peux pas faire cette émission. Déjà que j'ai plus d'ego, j'ai plus de fierté personnelle. Me faire juger par Chantal Goya. Mais j'ai rien contre Chantal Goya qui est au demeurant très gentil, mais vous voyez mon humour arriver en face de Chantal Goya qui va me donner son avis sur mes. Donc moi je me dis c'est impossible de faire cette émission. Et puis tous mes proches me disent écoute ça fait quand même. Ça fait 10 ans que tu nous casses les couilles, que personne te fait travailler, que personne veut de toi, que personne t'appelle. Là, il y a ta Ruquier qui aimerait bien que tu y ailles, vas-y. Et en plus, Laurent, j'avais déjà une affection particulière parce que moi, mes parents, on regardait déjà avec ma mère, on a tout essayé et tout, donc j'ai été nourri à Ruquier déjà toute mon enfance. Et donc j'arrive, je suis très impressionné par Laurent, je suis toujours très impressionné par Laurent, c'est quelque chose qui change pas. C'est chiant d'ailleurs parce que parfois j'ai du mal à me détendre, même parfois dans les émissions que je fais avec lui, parce que j'ai toujours peur de le décevoir, de machin. Donc j'ai un rapport très, très comme ça avec lui.
qui se calme au fur et à mesure du temps, mais quand même, j'ai encore toujours ce truc. Donc ça, c'est l'une des choses, ça c'est la première chose qui est faite pour moi. Après, il a fait d'autres choses. Je peux vous donner un exemple qui pour moi est probant, et je pourrais en donner 1000, mais je vais m'arrêter sur ce deuxième exemple, mais parce que voilà, j'avais fait mon premier spectacle, Alléluia Bordel, un spectacle sur la religion qui marchait très très fort, et j'étais en fin de tournée, j'étais sur ma 3e année de tournée, donc j'avais déjà fait vraiment beaucoup de monde en salle, j'avais une tournée des Zéniths, enfin c'était vraiment un succès. Et puis je voulais faire On n'est pas couché, parce que Laurent il avait invité plein de gens dans On demande qu'à en rire, On n'est pas couché, et moi j'étais proche de Laurent déjà à ce moment-là, parce c'est aussi le premier qui m'a fait travailler à la radio, donc j'étais à Europe 1 avec lui, on était déjà en train de devenir amis, et je comprenais pas pourquoi il m'invitait pas, On n'est pas couché. Et moi je déteste demander. Ça je pense que Laurent pourrait vous le dire, que ce soit pour mes arts. J'ai jamais appelé Laurent pour dire est-ce que tu peux prendre mon artiste sur ton plateau, j'ai jamais fait ça. Je déteste ça, voilà. J'ai l'impression qu'on prend les gens en otage, et j'aime pas qu'on prenne en otage, je n'aime pas prendre les gens en otage. Bref, donc du coup Laurent, donc je finis par prendre mon courage à deux mains et lui dire on n'est pas couché, on n'est pas couché, très bien. Et il me dit écoute, en face, à l'époque c'était Zemmour et Nolo, il me dit t'es pas prêt à les affronter sur le sujet que tu traites sur scène. Il m'a dit si je te mets on n'est pas couché, il dit j'ai peur que ça se passe pas bien pour toi, et il dit c'est stupide parce que t'es au début de ta carrière, t'es en train de monter comme ça, t'as fait un monde incroyable dans tes salles, il te reste 6 mois de tournée, on va aller prendre un risque qui est inutile. Ne fais pas, on n'est pas couché. Je suis un peu vexé, mais je dis rien, je dis d'accord et tout, mais je comprends pas sur le moment. C'est-à-dire, je me dis mais quand même c'est injuste. C'est un peu injuste. Il invite des gens. Pourquoi eux y arriveraient plus que moi, quoi. Et des gens, et puis bon, après t'as ton ego, tu dis il invite ce mec qui a moins de succès que moi, pourquoi moi je serais pas invité, blablabla. Et puis quelques années plus tard, je finis mon spectacle, et je fais vendre 2 pièces à Beyrouth, le spectacle sur le terrorisme. Et puis donc mon spectacle démarre, on démarre la promo, et en fait 3 mois avant ma première, il y a ces attaques du Bataclan. Terrible, suivi de tous ces actes terroristes, etc. Alors que moi j'ai un spectacle sur le terrorisme. Donc là évidemment la France est en deuil, toutes les émissions de télévision m'annulent mes promos, évidemment, parce que j'ai un spectacle sur le terrorisme et qu'on se dit et puis j'ai pas la notoriété que j'ai maintenant, c'est mon 2e spectacle. Donc c'est touchy, pour eux ils disent c'est trop touchy. C'est un peu touchy. Et donc je me retrouve avec mon attaché de presse qui est là, qui était déjà là à l'époque, on se retrouve un peu comme des idiots parce que tout le monde m'annule les promos, et donc on ne sait pas comment remplir cette grande tournée qu'on a préparée, ces grandes salles à Paris et tout. C'est très compliqué. D'autant dire aussi qu'il faut se rappeler qu'évidemment à ce moment-là, plus personne ne veut acheter de billets de spectacle. Évidemment, personne ne veut se réunir. Donc personne n'a envie de retourner dans un théâtre. On est d'accord. Ce qui est totalement compréhensible, évidemment. Mais bon, nous on se retrouve là et on dit ok, comment on va faire. J'appelle Laurent et je lui explique. Il me dit écoute, je vais venir voir le spectacle, le nouveau spectacle. Je lui dis il est en rodage et j'ai fait 8-9 dates. Est-ce que tu peux venir? Donc il prend Léa Salamé et Yann Moix, ils font 1h15 de taxi pour venir me voir au fin fond d'une ville, je sais plus où je jouais, en banlieue parisienne, enfin voilà. Et il sort de la salle, il est pas là quand je sors, donc je suis un peu inquiet, parce que je me dis, il a pas aimé et tout. Et il m'envoie un texto grand comme ça, en me disant ce que j'ai vu est fou, enfin il me fait tout un tas d'éloges, en disant Yann et Léa aussi ont adoré le spectacle, machin. Et il me dit, et là tu es prêt, et là tu vas venir, et là tu vas comprendre pourquoi je t'avais pas invité la dernière fois. Et je suis venu en plateau, On n'est pas couché. Ça a été une promo incroyable. Alors après il y a eu cette passe d'armes avec Manuel Valls qui a fait, mais bon ça c'est du hasard. Ouais. Mais la promo qu'il m'a fait ce jour-là, j'ai senti qu'il avait rattrapé entre guillemets la promo d'avant, et j'ai senti qu'il était content de me recevoir dans des bonnes conditions. Et ce jour-là, j'ai compris que en fait, quand il m'avait pas invité la première fois, c'était vraiment de l'affection. Et c'était vraiment de la protection et de la bienveillance. Et c'est quelque chose que j'ai compris après. Et maintenant, avec le recul, je pense qu'il a eu totalement raison de ne pas m'inviter dans On n'est pas couché la première fois. Il avait raison, j'étais pas prêt à affronter Nolo et Zemmour sur un sujet, j'avais pas les armes encore, j'étais trop jeune. Voilà. Donc Laurent Ruquier, c'est plein de choses comme ça. Je suis rassuré, il vous a pas appelé en vous disant fais pas le bon dimanche chaud de Guillon sur RTL, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jérémy Ferrari, anesthésie générale, il y a beaucoup de dates qui arrivent, et notamment l'Accor Arena les 9 et 10 mars de l'année prochaine. On va en parler avec vous, c'est le bon dimanche chaud sur RTL, à tout de suite. Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en Ouzbékistan. Babu, Adjabipchou. Ah oui, mais ça par contre, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que racisme? Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1. Bruno Guillon sur RTL.
Jérémy Ferrari fait son bon dimanche chaud sur RTL. Je parlais tout à l'heure de l'accord Arena, l'ancien Bercy, 9 et 10 mars 2024. C'est en 2024. Parce qu'avant, il y a tous les zéniths là qui vont s'enchaîner avec anesthésie générale, qui s'était un peu arrêté à cause de la Covid. Bah, comme Vent de pièce à Beyrouth, j'en parlais à l'instant. C'est ça, en fait, à chaque fois que vous faites un spectacle sur un thème, il se passe un truc. Ouais, mais même déjà la religion, on s'en souvient moins, mais quand j'avais attaqué le spectacle Alléluia Bordel, on était en pleine crise communautaire en France. C'était vraiment le débat sur les burqas, les minarets, la place des communautés en France, la place des religions. Enfin, il y avait un débat énorme, il y a eu un changement de pape. Enfin, c'était le sujet qui était en permanence là. Ouais. Après, il y a eu Vent de pièce à Beyrouth, malheureusement, avec les attentats. Et là, anesthésie générale, donc j'ai un spectacle sur la santé. D'abord, ça commence par une grève historique des urgences françaises, où les mecs font les grèves de la faim et tout ça. Il y a des manifs dans la rue, on l'envoie les CRS. Enfin, déjà, c'était le bordel. Et s'ensuit la pandémie. Donc à chaque fois que j'attaque un sujet, à chaque fois il y a un drame, qui s'ensuit. Alors je pense que c'est pas totalement du hasard. En réalité, je pense que c'est parce que je sens qu'il y a un truc dans l'air qui commence à mal tourner et que après le hasard, c'est que au moment où j'arrive, c'est là où on est au pinacle du problème entre guillemets. Mais oui, c'est un peu flippant. Le prochain, c'est sur l'écologie, donc commencez à préparer vos. Oui, c'est ça. Oui, mais on sent déjà qu'il se passe des trucs. C'est ça qui est fascinant chez vous, c'est votre façon de travailler. J'ai lu dans des interviews cette façon que vous avez travaillé qui s'appelle je travaille en entonnoir, c'est-à-dire que vous vous nourrissez de beaucoup de choses sur le sujet. Vous vous nourrissez à tel point de beaucoup de choses que si vous n'arrivez pas à tout mettre dans le spectacle, à la fin du spectacle, il y a quoi qu'il arrive un livre qui sort avec vos sources et avec les éléments que vous n'avez pas forcément réussi à placer. Donc là, on l'a compris, c'est autour du milieu médical. L'idée de ce spectacle, elle est partie de ce rapport que vous avez eu avec le milieu médical. On le sait parce que vous l'avez dit dans de nombreuses interviews, votre addiction à l'alcool qui vous a amené à consulter, une tentative de suicide à un moment. C'est partant de ça que vous vous êtes dit, je vais faire un sujet là-dessus ? Non. En fait, quand j'ai écrit Vent de pièce à Beyrouth, donc sur la géopolitique, j'avais déjà en tête de faire un spectacle sur la santé. Parce que je sentais que les gens commençaient à se dire qu'est-ce qu'on mange, pourquoi tout le monde a le cancer à 45 ans, tu vois, les gens commençaient quand même à se dire mais qu'est-ce qui se passe, quel est le système médical s'effondrait de plus en plus, les gens le voient, parce que ça fait 20 ans que le système médical est de moins en moins financé, donc les gens, si vous voulez, ils commencent à se rendre compte quand même que quand ils vont à l'hôpital, il y a un problème, qu'ils attendent 12 heures, enfin voilà, donc il y avait un truc dans l'air, ça, plus le côté, tiens, on va faire un peu plus attention à ce qu'on va manger, le bio, le machin, le truc, donc j'ai senti dans l'air du temps qu'il y avait un réveil des gens au niveau de leur santé, de ce qu'ils mangeaient, du sport, etc. Et une volonté de faire un peu plus attention à eux. Donc j'avais déjà ça en tête au moment où j'ai écrit Vent de pièce à Beyrouth. Donc finalement j'ai trouvé que la géopolitique c'était plus chaud dans l'actualité. Ouais. Bon, malheureusement j'aurais raison quelques mois plus tard, mais voilà. Donc j'avais déjà l'idée. Donc je savais très bien qu'après Vent de pièce j'allais faire un truc sur la santé, parce que je voulais dénoncer cet abandon du système médical français, qu'en plus une symbolique de l'ensemble du service public qui est de plus en plus à l'abandon. Donc j'avais envie de parler de cela. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que à la moitié de Vent de pièce à Beyrouth, pendant la tournée, je fais effectivement une tentative de suicide. Je rentre en cure de désintoxication parce que j'ai des gros problèmes d'alcool. Et de là, je vais avoir enfin un diagnostic sur ce qui m'attriste et ce qui me rendait malheureux depuis que j'étais petit. Tout un tas de trucs dans ma tête qui n'allaient pas et que j'arrivais pas à comprendre. Et donc, du coup, je vis une telle bascule, si vous voulez, dans ma vie personnelle au niveau de ma santé, que ça me semble impossible de ne pas en parler dans le spectacle. Ouais. Je fais des spectacles très documentés, je vais chercher des témoignages, je vais rencontrer les gens, je fais de l'immersion. Et là, il se trouve que j'ai vécu, moi, un truc incroyable, qui est cette cure de désintox, cette liste de maladies psychiatriques, de maladies invisibles qu'on m'annonce, etc. Donc je me dis, c'est pas possible de pas en parler dans le spectacle. Et là, vous faites immersion aussi à ce moment-là. Vous allez dans des services d'urgence, vous passez des nuits dans des services d'urgence. Vous allez voir des psys qui bossent dans des hôpitaux, etc. Enfin, vous passez du temps avec eux pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui va pas, quoi. Oui, parce que en fait, vous savez, c'est toujours le même principe. C'est que je pense que si les gens viennent voir les spectacles, c'est parce que ils sentent que je suis objectif. Quand je dis que je suis objectif, c'est-à-dire que je suis pas de droite, je suis pas de gauche. Je suis complètement apolitique, je ne vote pas, je ne fais partie d'aucun groupe intellectuel de pensée ou de je sais pas trop quoi. Je suis complètement neutre. Ça veut pas dire que j'ai pas des avis personnels, mais j'essaye de pas les mettre en avant dans les spectacles. J'essaye. Je dis pas que j'arrive toujours, mais j'essaye. Donc quand tu cherches la vérité, ça veut dire qu'il faut pas partir du principe l'État est méchant, les médecins ils sont gentils ou les infirmières c'est gentil. C'est trop facile. Si tu fais ça, tu tombes dans la putasserie, tu enfonces des portes ouvertes et ça marche pas. Il y a un truc où on dit ok, on a entendu ça 1000 fois. Il y a un truc, j'enfonce les portes ouvertes. Donc il faut essayer de partir, même si au départ tu te dis bon, les infirmières a priori sont quand même plus gentilles que l'État qui leur donne pas d'argent. Mais il faut essayer d'arriver en disant non, je vais y aller objectivement, je vais aller voir vraiment ce qui se passe.
Et pour voir vraiment ce qui se passe, pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut vraiment aller sur le terrain pour parler avec ces gens, vivre leur quotidien. Et là, tu peux faire la part des choses. Finalement, tu arrives quand même à la même conclusion, c'est que c'est la merde. La mère est gentille et l'État donne pas assez d'argent. Mais c'est pas grave, au moins. Et puis ça te permet, quand tu es sur scène, d'arriver avec quelque chose. Parce que y a beaucoup de gens qui se sont essayés à la provocation ou à de l'humour noir. Ouais, un truc un peu dénonce, quoi. Un truc un peu dénonce, et qui n'ont pas forcément. Et parfois ça marche pas, ou parfois même ça se retourne contre eux. Et je pense pas que ce soit grave, parce que je pense qu'il faut pardonner aux humoristes de faire des mauvaises vannes ou des mauvais sketchs. C'est la vie, c'est un travail, c'est comme tout le monde. Tu fais des commodes, tu peux rater une commode, tu fais des vannes, tu peux rater une vanne, c'est la vie. C'est pas grave, tu vois. Ouais, sauf qu'une mauvaise vanne à un moment peut devenir drôle, une commode en biais, ça devient rarement une commode utile. Alors, on va pas se mentir. Mais tu vois, on pardonne pas trop aux humoristes. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Et donc, il est vraiment important, quand tu décides d'aller dans la dénonciation, dans le machin, dans le truc, il faut être habité de quelque chose. Ouais. Et pour être habité de quelque chose, il faut aller vivre avec ces gens-là, discuter avec ces gens-là, comprendre leur quotidien. Ce qui fait que quand tu arrives sur le plateau, quand tu arrives sur scène, même quand tu arrives dans un débat face à un politicien ou n'importe quelle autre situation, quand tu défends ton sujet, tu l'as là. C'est au trip, quoi. Tu vois, donc forcément ça passe mieux, parce que c'est pas gratuit, et dans ton écriture ça se ressent, dans ton propos ça se ressent, dans ton jeu ça se ressent, dans ton débat ça se ressent. Alors justement, on parlera un peu du contenu de ce spectacle et de ce qui s'y dit, mais en préparant l'émission, on s'est dit tiens, on va voir si le sujet a pas trop dépeint sur Jérémy Ferrari. On va vous faire une interview posologie, Jérémy. Jérémy, est-ce que comme le Doliprane, on vous utilise pour un peu tout, même dans les situations où vous n'avez aucune utilité? Oui. Oui, je confirme. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce que l'humour, moi je reçois beaucoup de gens. Là, le truc le plus ouf que j'ai entendu la dernière fois, c'est il y a un mec qui m'a écrit pour me dire j'écoute tes sketchs en faisant du jogging. Alors là, j'avais déjà eu pour me réveiller, pour me lever. Je suis un peu triste, j'écoute des sketchs et tout. Alors des sketchs pour faire du jogging. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il court longtemps, parce que moi qui m'en suis fait beaucoup de sketchs pour préparer l'émission, ça veut dire qu'il fait des jogging de 2h30. Ah oui, même le spectacle dure 3 heures. Donc. Jérémy, est-ce que comme le Ducolax, vous faites chier plein de monde? Oui, j'espère en tout cas. J'espère, mais pas tant que ça en réalité. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que mon humour, on m'a toujours dit que l'humour était très segmentant, mais en réalité, j'ai très peu d'insultes. J'ai des collègues qui font 1/5 de mes vannes, qui se prennent des sauts de merde pendant des mois. Et vous, ça passe. Et moi, ça va. Jérémy, est-ce que comme un test de grossesse, les gens ont très peur quand ils vous voient débarquer? Ça sent le vécu. T'as des enfants, non? Ouais. Moi, j'en ai pas, ça, je suis assez tranquille sur le sujet. Écoutez, c'est un petit côté Lise Lucet, quoi. Une de mes plus grandes fiertés, je racontais ça il y a pas très longtemps, une de mes plus grandes fiertés, j'avais fait un échange une passe d'armes avec Manuel Valls, et puis après, je sais pas, je m'étais pris la tête avec un ministre des Sports, ou je sais plus, enfin, j'avais eu 2-3 altercations, et je me rappelle, je vais chez Ardisson pour une promo, et il y avait Rachida Dati qui était à côté de moi, puis Thierry, je sais pas, il part faire un truc, enfin, donc c'était avant l'émission, ça c'était ma grande fierté, et Rachida Dati qui s'est penchée sur moi, qui m'a fait: vous allez être gentil avec moi. Et là, j'ai dit, là, j'ai réussi quelque chose. Là, je pense que là, j'étais très fier de moi. Jérémy, est-ce que, comme le paracétamol, vous avez choisi un nom rigolo pour faire moins peur? Non, c'est parce que le nom, en fait, c'est le nom de ma mère, hein, Ferrari. Ouais. Moi, mon père s'appelle Larzilière. Et c'est lui, je crois, qui vous a conseillé d'ailleurs de prendre le nom de votre maman. On est tous conscients que ce nom est laid quand même. Voilà, Larzilière, c'est pas très joli, c'est dur à écrire, on comprend pas trop. Alors que ma mère s'appelle Ferrari, donc Jérémy Ferrari. Je me suis dit bon, ça va faire un peu cliché, on va me faire des vannes sur Lolo Ferrari et sur les bagnoles. Ouais. Mais si je suis suffisamment bon, normalement, je devrais faire oublier ça, et après on comparera plutôt les bagnoles à l'humour. Oh merde, faut que je règle mes vannes sur oui, je te le dis. Lolo Ferrari, les bagnoles. Oh mince. Jérémy, est-ce que comme un médicament générique, il y a plein de gens qui osent pas se fier à vous? Pas trop, ça, je crois, quand même. Pas trop. Honnêtement, pas trop. Enfin, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais non, je crois que les gens se fient assez bien à moi, que ce soit dans le perso, dans le travail et sur scène. Non, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois que ça, c'est un truc que j'ai travaillé, la confiance des gens. C'est parce que jusqu'à présent, en 12 ans, j'ai pas dit trop de bêtises, parce que j'ai pas été attaqué en diffamation. Ouais. Je me suis pas retrouvé dans un débat à devoir m'excuser d'un truc que j'avais dit. Je dis pas que ça n'arrivera jamais, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Jérémy, est-ce que comme un suppositoire... Ouais, non, je vais pas la faire. On va parler justement des possibles attaques lors de vos spectacles dans quelques instants, mais on a tout notre temps pour ça. C'est Jérémy Ferrari qui fait son bon dimanche chaud. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon, c'est le bon dimanche chaud.
Et c'est Jérémy Ferrari qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Alors là, le plus proche de nous, le 27 octobre, ça sera au Zénith de Nancy, le 28 au Zénith de Strasbourg, le 29 à Metz. Là, je crois que vous revenez d'une tournée, vous avez fait Tahiti. Ah, j'ai fait Tahiti et Nouméa. Alors les dates étaient géniales, l'endroit est magnifique, les gens sont adorables. Alors le décalage, ça claque un peu. C'est pas le décalage, c'est les avions. C'est-à-dire que c'est des avions, ça n'existe pas quoi. C'est 3 avions, 4 avions, 5 avions, des arrêts. Enfin, là pour rentrer, on a mis 35 heures. 35 heures. Imagine. Et vous faites quoi dans ces cas-là dans l'avion? Vous bossez? Vous faites quoi? En fait, oui, alors j'essaie de bosser, mais c'est pas simple. Là, dans l'avion, en fait, t'essaies de dormir, parce qu'en fait, on est tellement en décalage horaire. Pas 35 heures d'avion, ça peut aider sur le spectacle, sur l'écologie. Non, c'est pas 30, oui. mais tu vois, ça, c'est, en réalité, moi, je me disais quand même, c'est terrible de prendre tous ces avions les uns les autres. J'avais pas le choix, tu vois. C'est ça. Mais on se vous voit, je vais reprendre le vouvoiement. Il y a pas de souci, mais non, dans l'avion, on se fait un peu chier. Après, tu essaies de regarder un peu des films, tu essaies de travailler un peu, tu essaies de dormir un peu. Enfin, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Après, c'est pas 35 heures de vol, hein, t'as des arrêts dans les aéroports. Mais enfin. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au spectacle et notamment par rapport au dernier spectacle Anesthésie Générale. Vous dites, j'ai jamais été attaqué depuis 12 ans, depuis que je suis sur scène. Et pourtant, on peut se poser parfois la question, notamment là sur Anesthésie Générale. Il y a un sketch qui est extrêmement drôle. Alors, j'ai jamais été attaqué en justice, hein. Ça veut pas dire que j'ai pas été attaqué. Oui, non, mais je parle en justice. En justice, j'ai jamais été attaqué. Il y a un sketch très drôle sur l'homéopathie, où là, pour le coup, vous prêchez un convaincu sur le peu d'utilité de ce médicament qui est un bonbon à sucer et qui apporte pas grand-chose. Et vous citez nommément un des plus gros laboratoires pharmaceutiques qui développe l'homéopathie. Est-ce que quand vous écrivez dans le processus d'écriture, vous vous dites « Ah, je vais faire gaffe, là, je peux être attaqué » ou est-ce que pendant le spectacle, vous vous dites « Bon, si on m'attaque, tant pis, j'y vais, quoi ». En fait, j'écris sans du tout me poser de questions, sans du tout me brider. Et puis ensuite, on fait lire à mon avocat qui m'explique ce que je risque selon les phrases. Et après, c'est moi qui décide si je garde ou pas. Jusqu'à présent, j'ai jamais enlevé une phrase. Parce que le pire que je risquais, c'était injure publique. Diffamation, c'est compliqué. Hein. Diffamation, faut prouver que j'ai tort. Donc pour m'attaquer en diffamation, c'est compliqué de m'attaquer en diffamation, parce que surtout 80% du temps, les documents que j'ai, c'est les tiens. Donc parce que c'est tes employés qui me les ont donnés, tout ça. Donc c'est très compliqué de m'attaquer en diffamation. Et après le reste, c'est des injures publiques, mais bon, on s'en fout. Injures publiques, je vais payer 500 balles. Franchement, ça les vaut, hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, tout pour la vanne. Vous avez dit en interview que vos parents vous ont expliqué des tout petits que l'humour, en règle générale, et l'humour noir pouvait aider à se sortir d'un milliard de situations. Mes parents, on avait vraiment ce type d'humour dans ma famille. C'est-à-dire que on avait un humour très noir, très provocateur, très rentre-dedans, très machin. Ça a toujours été. Moi, j'ai grandi dans un quartier assez populaire. Mes parents, ils avaient un commerce dans ce quartier populaire. Et comme je l'ai dit souvent déjà, mais dans un quartier populaire, tu vois plein de trucs. Tu vois. Moi, je suis pas du tout un cliché de la cité où tout est horrible et tout ça. C'est pas vrai. Il y a aussi des choses super, des gens géniaux, des gens qui travaillent, qui s'en sortent, de la solidarité, de l'amour, de l'entraide. Il y a plein de choses. Mais évidemment, il y a aussi des gens qui sont cassés par la vie. Donc, vous voyez, de la violence, de la drogue, de l'alcool. Enfin voilà. Et je sais que comme moi, j'avais 7-8 ans, que j'étais dans le commerce de mes parents et que ça arrivait que je vois des choses un peu compliquées, des gens qui avaient trop bu, des gens qui se battaient, donc je voyais des choses qui, pour un enfant de 8 ans, pouvaient sembler être un peu perturbants. Et je me rappelle d'une fois et ma mère usait beaucoup de cet humour-là pour dédramatiser les situations. Et je me rappelle d'une fois une dame qui est rentrée dans le petit commerce de mes parents, et puis elle était complètement sous, il était 7h30 du matin, je crois que j'attendais pour aller à l'école. Et puis elle se penche pour aller récupérer des bouteilles de rosé, parce que les premiers prix étaient en bas, évidemment, et alors elle se penche et elle tombe dans les bouteilles de rosé, donc c'est un carnage, quoi. Et bon, moi je suis à 5 mètres de ça, donc je suis assez choqué, quoi. Ouais. Et donc je me souviens que je dis à ma mère qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qu'elle a, la dame, pourquoi elle boit autant, pourquoi elle est bourrée, pourquoi elle boit autant, etc. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à un enfant? C'est compliqué de lui expliquer. Et je me rappelle que ma mère me dit, t'as vu la tête qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Voilà. Donc en fait, tout est comme ça, quoi. Tout était toujours comme ça. On faisait toujours des vannes. Ma mère, elle me faisait croire. On montait dans le. Un jour, je me rappelle, il y avait mon arrière-grand-mère qui habitait au-dessus de chez moi, avec ce qu'on appelait mon parrain, parce que c'était pas mon vrai arrière-grand-père, on l'appelait parrain. Et puis un jour, mon parrain, à la fin de sa vie, il était à la fin de sa vie, donc il était pas très enfant, mais il était un peu. Et puis moi, je commençais à voir qu'il était pas bien, et je me rappelle qu'un jour, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Elle me dit, il est triste parce que son frère jumeau est mort. Il y a un frère jumeau? Elle me dit, bah oui, tu veux le rencontrer? Je dis, bah oui.
Alors on monte dans le grenier, puis il y avait un tapis enroulé. Elle me dit, il est là. Ok, C'est je que des comprends trucs mieux. comme ça. Je comprends Donc mieux. on avait tous cette dans ma famille, mais en réalité c'est l'humour qu'on utilise tous au quotidien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait rire? On va se foutre de la gueule du mec qui est tombé, on va se moquer on fait nous au quotidien, les êtres humains entre eux, on pratique pratiquement que l'humour noir. Bien en sûr. réalité, on fait que ça, taquiner, se moquer, railler. Voilà, Ouais, avec plus ou moins de talent, hein, pour avec le coup. plus ou moins de talent, mais on le fait tous en réalité. Mais c'est vrai que vous, pour le coup, le talent, vous l'avez. Et vous êtes avec nous sur RTL. Jusqu'à 15h30, c'est le Bon Dimanche Show de Jérémy Ferrari. On va revenir dans quelques instants avec Valérie Zetoun qui va venir nous rejoindre. À tout de suite. En 1924, 12 alpinistes décident de s'attaquer au mont Everest. Bravant tous les obstacles, avançant dans la neige et le froid, ils marchent pendant des jours et des jours. Mais au bout de 3 semaines, le contact est perdu. Plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, sur RTL, où vous écoutez Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show. Et les alpinistes? Ah ben non, eux, ils sont morts. Penser l'Everest, c'est dur quand même. Jérémy Ferrari fait son Bon Dimanche Show sur RTL, anesthésie générale. Les 9 et 10 mars 2024, c'était l'Accor Arena. Quand on commence à donner les dates de l'Accor Arena avec plus d'1 an d'avance, c'est qu'on sait que ça va se remplir très très vite, parce que les spectacles de Jérémy cartonnent. Et là, c'est la tournée des Zéniths. Donc je le disais, 27 octobre, ça va passer à Nancy, 28 octobre à Strasbourg, 29 octobre à Metz. Vous étayez votre spectacle quand l'actu percute votre one-man show. Vous pouvez rajouter des trucs d'actu au fur et à mesure? Ouais, ben là, c'est ce qui s'est passé, parce que par exemple, moi, ce spectacle, du coup, je l'ai démarré avant que le Covid existe. Et c'est un spectacle sur la santé, donc je parlais pas du Covid puisqu'il n'existait pas. Et puis donc, on a été stoppé à cause du Covid pendant pratiquement 1 an et demi. Et du coup, pendant le confinement, etc., j'ai été un peu forcé de rajouter du Covid dans le spectacle, parce que j'avais un spectacle sur la santé, je pouvais pas revenir sur scène sans parler du Covid. Évidemment. C'était totalement impossible. Donc du coup, on a remis, j'ai remis c'est ce qui fait aussi que le spectacle, du coup, c'est beaucoup rallongé. J'ai toujours fait des spectacles très longs. J'ai toujours fait des spectacles de 2h15, 2h20, 2h30, vente de pièces faisait 2h30. 3 mais là, heures, on là, sur s'approche anesthésie générale. plus des 3 heures. En fait, au départ, j'ai eu un truc de 3 heures, je l'ai testé sur scène. Je dit bon, ça va être un peu long, mais on verra bien. Et puis finalement, je perdais pas les gens. Je l'ai testé 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je dis aux gens, comment vous avez trouvé ça? Franchement, on n'a pas vu le temps passer. On a cru que ça allait durer 2 heures. Donc du coup, je l'ai laissé. Et puis maintenant, ça marche bien comme ça. Mais ce qui est génial, c'est que je disais, après chaque spectacle, il y a toujours un bouquin qui vient étayer votre spectacle et rajouter tant vos sources que des informations que vous n'avez pas données sur scène. Et là, avec ce spectacle-là, il y a même eu un jeu autour du Covid que vous avez édité. Ouais. Parce que alors c'est vrai que je fais toujours des bouquins humoristiques, c'est-à-dire que c'est une autre manière de raconter des choses drôles, le livre. Alors il y en a qui disent que c'est des livres illustrés, d'autres des BD, bon, chacun a sa manière de voir les choses. Mais effectivement, je prends les sources que j'ai pas utilisées et tac, j'en refais je m'associe à un dessinateur et je fais des trucs, des bouquins drôles avec illustrés. Et après, donc on va le faire aussi sur anesthésie générale. On va commencer à s'y mettre bientôt. Et puis il y a eu le Covid. Alors le Covid c'était compliqué parce que je suis désolé, c'est très mal poli parce que vous êtes dans mon dos. Alors non, mais tout va bien. Et le Covid du coup c'était un peu compliqué parce que je voulais pas faire un bouquin complet dessus, etc. Puis je voulais réagir au moment quoi, sur le moment. À chaud. Et du coup, mon associé est un fan absolu des jeux de société. Il me casse les couilles avec ces jeux de société. Parce que toute personne veut jouer avec lui. Il en a 350 chez lui. C'est pas une vanne, c'est pas une façon de parler. Il y en a 350 chez lui. Puis tu sais, c'est ce qu'on appelle un ludophile, quelque part. Ah, voilà. Tu vois, je savais même pas. Et alors, tu vois, et alors, voilà. Donc, il est fan des jeux de société. Ça fait des années qu'il veut qu'on fasse un jeu de société autour d'un thème du spectacle. Alors, pour vendre de pièces à Beyrouth, il a même préparé des cartes, il m'avait posé le paquet sur mon bureau, il m'a dit regarde quand même, tu vois, ça peut être ça, toi. Et puis quand il y a eu le Covid, il est revenu. Oh voilà, on pourrait faire un jeu de société sur le Covid. Et j'ai dit ça, c'est une bonne idée parce que en fait, il y a eu tellement de dingueries pendant le Covid que c'est un peu ce qui sert parfois les politiques aussi, c'est qu'il y en a tellement tous les jours qu'on oublie. Et donc, je veux dire, c'est génial, on va cristalliser tout ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et comme lui, c'est un vrai fan et un vrai expert en jeux de société, on n'a pas fait juste un jeu de cartes un peu bidon, rapide, on a facile. fait un vrai jeu de société, donc c'est un vrai deck building, je crois qu'on appelle ça, avec vraiment de la stratégie, un peu de hasard et tout. Et donc, mon associé est très fier parce qu'il a été adoubé par un peu les spécialistes du jeu de société qui ont dit que c'était un très bon jeu de société, que ce soit pour les experts, les néophytes, etc. Et donc, on a fait un jeu de société qui a très très bien marché, qu'on a sorti pendant le Covid. Bon, et que on peut toujours trouver aujourd'hui. Bien sûr, état d'urgence, je pense que vous pouvez le trouver encore en Fnac, etc. Ou sur et des cadeaux pour Noël, voilà, on se rapproche petit à petit. Il vient de s'asseoir à côté de vous, c'est le moment de Valérie Zetoun.
sommes Zetoun comme chaque dimanche après-midi. Bonjour Valérie. Bonjour messieurs. Vous êtes déjà rencontrés avec Jérémy ? Non, jamais, c'est un plaisir. Alors, c'est un plaisir, et puis surtout pour un producteur, imaginez un humoriste seul sur scène à Bercy, j'imagine le profit, et je rêve parce que moi, en général, j'ai 15 musiciens, 28 mecs à casquer, et là, franchement, bravo. Je comprends pourquoi vos amis parlent de ça. Et pourquoi je suis producteur. Bravo collègue. Bruno, en ce moment, vous savez, je traverse une période bizarre, je suis très très sensible aux histoires d'amour. Je vais donc vous raconter la singulière histoire d'une superstar du rock qui a dû faire face à un choix cornélien entre sa carrière et l'amour de sa vie. En 1987, Blues de Zucchero cartonne en Italie avec plus d'1,5 million de ventes. À l'époque, l'artiste savoure son succès. 17 ans qu'il attend ça, 17 ans de travail acharné, de sacrifices, de doutes. Mais si l'artiste est au top, le cœur de l'homme, lui, est en miettes. Il est déchiré, dévasté. Sa femme, Angela Fighi, mère de ses 2 enfants et amour de sa vie, n'en peut plus de ses absences répétées. Les tournées, les enregistrements, la promotion ont éloigné l'homme qu'elle aime de la maison des années durant. Elle souffre d'être mariée à un courant d'air. Alors, elle le menace de divorcer. Prenant cet ultimatum très au sérieux, Zucchero décide de l'emmener aux Maldives. Quoi de mieux qu'un voyage dans une île paradisiaque du bout du monde pour tenter de recoller les morceaux. Il est numéro 1 des ventes, riche, célèbre. Il est à 2 doigts du bonheur parfait s'il réussit l'exploit de sauver son couple et de garder son foyer. Zucchero ordonne donc à son manager de ne l'appeler sous aucun prétexte pendant 15 jours, même si la terre s'écroule. Mais au beau milieu de la 3e nuit de vacances avec sa femme, le téléphone sonne dans la suite. Zucchero est fou de rage lorsqu'il décroche. Au bout du fil, c'est son manager qui a bravé l'interdiction formelle d'appeler pendant 15 petits jours. Oh, pas pour lui dire que la terre s'écroule, non, mais pour lui annoncer une nouvelle incroyable. Miles Davis est en Italie et il a écouté son album. Oui, Miles Davis, la star ultime du jazz. Sa Majesté Miles a tellement craqué sur l'album de Zucchero qu'il veut enregistrer le titre Dune Mosse avec lui dans 2 jours au fameux Hit Factory Studio de New York. Zucchero n'en croit pas ses oreilles. Angela Fighi, réveillée par le coup de fil, elle est très en colère. Miles ou pas Miles, Davis ou pas Davis, numéro 1 ou pas numéro 1, elle renouvelle sa menace de divorcer si Zucchero se rend à New York. Qui, de l'artiste ou de l'homme, va gagner ce cruel dilemme ? 48 heures après, Zucchero arrive en avance au studio Hit Factory sur la 54e rue à New York. Il est dans la même cabine où Springsteen a enregistré Born in the USA 3 ans plus tôt. Ça sent le tube. Il est assez nerveux car il n'a jamais rencontré Miles Davis, qui en plus a la réputation d'être aimable comme une porte de prison. Soudain, la porte du studio s'ouvre. Miles Davis se dirige vers la cabine avec sa trompette, sans un mot, sans un regard pour la star italienne. Les notes de Miles sont aériennes, touchantes, puissantes, raffinées. Elles sortent directement du cœur des anges de la musique. Il enregistre 5 improvisations sur le titre, pas une de plus, et dit à Zucchero qu'il peut prendre celle qui lui convient. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, les 2 artistes dînent ensemble dans un restaurant italien de Soho. Ils s'entendent tellement bien que Miles fait une proposition incroyable à Zucchero. Faire une tournée en Italie avec lui, ce qui donnera à l'Italien le statut de star mondial. C'est donc l'année suivante, en 1988, qu'ils feront une tournée des stades archi-combles, Miles en première partie, puis en duo avec Zucchero sur Dune Mosse. Dune Mosse, ce duo entre la star du rock et le roi du jazz, est une merveille, un bijou, un diamant brut. Il est à la hauteur de l'incroyable sacrifice que Zucchero a dû se résoudre à faire, accepter d'être un artiste qui ne s'appartient plus et qui doit faire les plus grands sacrifices pour sa carrière. Quant à moi, l'amoureux de la bonne musique et des belles chansons, je le remercie du fond du cœur à chaque fois que j'écoute Dune Mosse. Bon dimanche. Et du coup, elle a divorcé ? Oui, elle a divorcé et il a écrit d'ailleurs beaucoup de chansons sur ce divorce. Elle lui a inspiré beaucoup de tubes, mais les relations
ont été. Elle est jamais revenue. Elle n'est jamais revenue, s'est remariée entre temps. C'est fou, hein, monsieur. Quand Valérie raconte ce genre d'histoire, on était comme deux enfants en train de l'écouter en disant c'est quoi la fin. Merci beaucoup, Valérie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Valérie Zetoun, qui est avec nous chaque dimanche. Dans quelques instants, Jérémy, on va aborder un sujet. On va aborder le sujet des critiques. Mais de façon un peu décalée, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle les critiques du web. Ça arrive sur RTL. À tout de suite. Si j'étais docteur, comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches dès 14h. Et ensuite, je me ferais probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno Guillon sur RTL. Et ben ça tombe bien, c'est Anesthésie Générale, le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Jérémy, comment vous vous positionnez par rapport aux critiques? Est-ce que c'est un truc que vous regardez? Est-ce que vous allez les voir? Ça dépend lesquels. Ouais, mais quand vous allez les voir, vous pouvez pas savoir si elles sont bonnes ou mauvaises. Ou alors si vous regardez que les étoiles. Non, mais parce qu'il y a les critiques de presse, il y a les critiques des proches, il y a les critiques des spectateurs après le spectacle. Il y a les critiques des spectateurs. Les critiques des spectateurs, ça dépend lesquels. D'accord. Ça dépend lesquels. Ça vous touche ou pas? Ça dépend lesquels. D'accord. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que non, mais vous voyez, si c'est pour me dire, c'est pour m'insulter, par exemple, ça ne me touche absolument pas. Je m'en contrecarre. Si c'est pour me dire. Par exemple, je sais pas, un truc un peu fondé, par exemple, si la personne va me dire, j'en sais rien moi, j'ai trouvé que votre nouveau, j'ai vu tous vos spectacles, je suis très fan, j'ai trouvé que celui-là était moins drôle, un truc comme ça. Là, j'ai eu la chance de pas l'entendre sur Anesthésie, mais quelque chose comme ça me ferait de la peine, parce que je me dirais c'est quelqu'un vraiment qui m'aime et qui machin. Ce qui m'agace un peu, ce qui ne devrait pas m'agacer, mais ce qui m'agace un peu beaucoup, c'est quand on vient me faire des leçons de morale. Ça, c'est un truc qui m'agace beaucoup parce que, vous savez, j'ai des gens qui vont me dire, il y a un nouveau sujet dans l'actualité, je sais pas, n'importe quoi, l'écologie, je sais pas, il y a un drame quelque part dans le monde. Et alors là, vous avez tout un tas d'artistes qui sont absolument jamais engagés dans rien, ni dans leur album, ni dans leurs interviews, ni dans leurs tournées, ni dans leurs propos. Ce qui n'est pas une critique. Hein. Je pense que tous les artistes doivent pas être engagés. C'est bien d'avoir un truc éclectique. Mais et tout d'un coup, donc ils vont tous s'exciter sur une cause, à mettre des posts Insta. C'est tout. Hein. Ils en parleront jamais sur scène, mais juste ils vont faire des posts Instagram. Ce que je ne fais jamais, parce que j'estime que je suis un artiste vraiment engagé depuis 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans sur scène, dans mes interventions, télé, interviews, etc., dans mes textes. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin d'aller reprendre un thème que tout le monde est en train de traiter, parce que c'est un peu ça, malheureusement. Donc ça veut dire, par exemple, là, les femmes afghanes dont on parle beaucoup en ce moment, les femmes iraniennes. Par exemple, prenons cet exemple-là, c'est un bon exemple, et je vais recevoir quelques messages qui me disent « on ne t'a pas entendu sur ce sujet ». Ça, c'est un bon exemple. On va me dire « on ne t'a pas entendu sur ce sujet, je trouve ça scandaleux, ton silence, etc. » Ça m'agace un peu. Ça m'agace un peu parce que on va me reprocher à moi qui suis engagé jusqu'au fin fond de mon être. C'est-à-dire que un engagement comme je fais sur scène, ça génère aussi des choses que le public ne voit pas. Quand on est un humoriste engagé, qu'on a des propos comme je tiens, c'est une grosse pression en interview. Parce que ça sous-entend des fois une protection. Ça sous-entend une protection. C'est des problèmes aussi c'est des problèmes aussi dans le perso, dans la vie quotidienne que les gens ne verront jamais. Donc, quand on est quelqu'un d'engagé, vraiment engagé, ça génère un mode de vie qui est un peu différent et qui est quand même soumis à cet engagement. Donc, quand il y a très peu d'artistes vraiment engagés. Donc quand on vient me reprocher à moi de pas avoir traité un sujet juste parce que la personne elle s'est levée un matin et que tout d'un coup elle s'excite sur ce sujet, par exemple parce que tout d'un coup ça la touche, parce qu'elle a vu une interview sur Combini et que tout d'un coup il faudrait que moi j'en parle et qu'on vienne me reprocher de pas en parler juste parce que je suis sur un autre sujet et que vous voyez c'est comme si le gars il est pompier. Donc son quotidien il est pompier, puis il y a un appart qui a brûlé dans le 17e, on vient dire T'es pas allé sur la part de, tu vois? Il dit, mais enfin, ça va, tu vois. J'aime l'image. Tu vois, et en fait, c'est ça, c'est quelque chose d'un peu agaçant. D'autant que la plupart du temps, j'ai déjà traité le sujet. Tu vois, si on prend par exemple la condition des femmes afghanes ou même ce qui se passe en Iran, vente de pièces à Beyrouth, pour le coup. Vente de pièces à Beyrouth, Alléluia bordel, je traitais déjà des conditions des femmes compliquées, machin. Et en fait, c'est un peu ça le problème aussi parfois de la presse ou de certaines personnes, c'est que ils s'excitent sur un sujet au moment où il est d'actualité. Mais pardon, mais je veux dire les conditions des femmes, le drame que vivent les femmes, c'est pas. Je dis pas que c'est pas bien de pas en parler. Je dis pas que c'est pas bien que les artistes. Je trouve ça très bien que les artistes diffusent les vidéos, en parlent, fassent valoir les voix de ces femmes. C'est très important et il faut le faire. Mais qu'on vienne me reprocher à moi de pas le faire, je trouve que c'est
parfois je dis putain quand même les gars, non seulement j'en ai déjà parlé, et en plus si tu veux, le truc aussi c'est d'être un artiste engagé, il faut que je choisisse un peu mes sujets. Tu vois, c'est-à-dire que là je suis sur la santé, il faut que je reste sur la santé, parce que sinon mon propos il est dilué. Sinon je suis plus un humoriste qui s'attaque à un sujet. Ouais, faut rester focus. Je suis un mec qui, parce que des drames, des horreurs dans le monde, il y en a tout le temps, chaque seconde, partout. Mais moi c'est ça mon truc, c'est que je prends un sujet et je traite à fond ce sujet. Si je commence à me diluer sur d'autres trucs, tu t'en sors plus, je deviens juste un mec, oui, bon, il est encore en train de gueuler sur un truc. Tu vois, je dilue mon propos et je déforce mon positionnement. Je comprends. Alors nous, les critiques du web, c'est des critiques qu'on récupère sur les sites marchands, Amazon par exemple, pour pas le citer. Et nous, on aime bien les critiques, mais les critiques qui tombent à côté. Moi, il y a rien de plus qui me fait rire qu'une critique qui tombe à côté du sujet. Alors, on a pris le spectacle Alléluia Bordel, qui est sorti en DVD en novembre 2013. Toutes les critiques que vous allez voir sont des critiques qui ont été faites en français. Et nous, on s'amuse à les passer dans Google Translate. C'est-à-dire qu'on va vous faire écouter ces critiques traduites. Et à l'oreille, vous me dites ça, c'est une bonne ou une mauvaise critique. Et après, on la découvre ensemble. Première critique, c'est en thaï. ยาวเกินไปและไม่ได้ทำสเก็ตค้างคาว Bonne ou mauvaise critique? Je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un peu excessif de résumer ça comme ça, mais en même temps, je comprends son point de vue. Alors, bonne ou mauvaise critique? C'est une bonne critique. C'est une mauvaise critique. RL met 1 sur 5 avec ce commentaire. Beaucoup trop long, il ne fait même pas le sketch sur la chauve-souris. Hashtag Jean-Marie Bigard. Critique numéro 2, c'est en Telugu. చాలా మంచి ప్రదర్శన ఎందుకంటే అతను చాలా అందంగా ఉన్నాడు తగినంత కండలు గలవాడు మరియు అతను నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నా వేళ్లలో చిక్కుకోవాలనుకునే అద్భుతమైన జుట్టు కలిగి ఉన్నాడు. Le Telugu, c'est ça, ils vont jamais à l'essentiel. J'espère que c'est une bonne critique, parce que c'est long. Hein. Ouais. Si c'est une mauvaise critique... C'est une bonne critique. La critique a été posée par Julie qui dit très bon spectacle car il est très beau, suffisamment musclé. Il a des cheveux sublimes que j'ai envie d'entortiller dans mes doigts pendant qu'il me parle. Mais vous savez, je rappelle à chaque fois aux auditeurs d'RTL, mais ces critiques-là sont données sous forme d'étoiles qui vont de 1 à 5 étoiles. Et donc, 1 étoile pour une mauvaise critique, mais même si la mauvaise critique tape pas juste, ça fait baisser la note générale. C'est ça qui est dingue. Troisième critique, c'est du vietnamien. Chương trình rất tốt vì anh ấy rất đẹp trai, đủ cơ bắp và anh ấy có một mái tóc tuyệt đẹp mà tôi muốn quấn vào các ngón tay của tôi khi anh ấy nói chuyện với tôi. Bonne ou mauvaise critique? C'est une bonne, ça. C'est une bonne critique. Sylvie Tartami, 4,5 sur 5. Excellent spectacle. Néanmoins, le conseiller Fnac m'a dit spectacle idéal pour les enfants. Ce serait peut-être pas mal qu'il le voie avant de le conseiller à ses clients. Oui, ça c'est sûr. J'avoue que celle-ci est pas mal. Mais tu sais que j'ai beaucoup d'adolescents et d'enfants dans mes salles. Là encore là à la Réunion, et pas à la Réunion, à Nouméa et à Tahiti, mais à la Réunion aussi. D'ailleurs, j'ai eu des enfants. Mais j'en ai régulièrement, j'ai beaucoup d'enfants dans les salles, des 10, 12, 13, 14 ans. Et à chaque fois, je dis aux parents, mais vous êtes conscients quand même de ce qui va se passer, parce que le spectacle est quand même, surtout anesthésie générale, je crois que c'est un des shows dans lequel je vais le plus loin. Il est très violent dans les mots, dans les propos, dans le fond, dans la forme. C'est très violent, quoi. Et non, il n'y a pas de problème. Et moi, je me retrouve avec des... La dernière fois, c'est terrible. Moi, j'ai des enfants de 10 ans. La dernière fois, j'avais une petite fille de 10 ans. Mais moi, je sors des trucs, je vais même pas les dire là à la radio, parce qu'en contexte, voilà, on va pas comprendre. Mais on peut pas être plus vulgaire que ça, des trucs hyper trash, avec une gamine de 10 ans qui est là devant moi, qui me regarde comme ça. C'est très déstabilisant. Enfin, moi, je m'en fous, c'est leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais on déconseille quand même vraiment le spectacle au moins de 14 ans. Après, s'il y a 13 ans et que voilà, après, c'est les parents qui jaugent, mais nous, je pense qu'en dessous de 14 ans, c'est quand même compliqué, quand même. Critique numéro 4, c'est du japonais, c'est Max Lamas qui a posé ça. 私は素晴らしいショーを見ました。よく書かれ、美しく演じられました。しかし、ザメールのそれでした。 J'ai entendu caca et de sa mère, donc je pense que ça doit pas être une bonne critique, ça. Non, Max Lamas, il a mis 1,5 sur 5, il a dit, j'ai vu un excellent spectacle, bien écrit, magnifiquement interprété, mais c'était celui d'Arnaud de sa mère. J'ai entendu de sa mère. Allez, le petit dernier, c'est du philippin, écoutez. Pumunta ako doon kasama ang aking kasintahan at ang kanyang ina. Nagustuhan ko. Nagustuhan ng girlfriend ko. Kinasusuklaman ng biyenan ko. Kaya lalo kong minahal. Bonne ou mauvaise critique? Vous êtes gentil, vous avez dû terminer par une bonne. Ouais, très bonne critique. 5 sur 5, Sylvain a dit, j'y suis allé avec ma copine et sa mère. J'ai adoré, ma copine a adoré, ma belle-mère a détesté, du coup, j'adore encore plus. C'est Jérémy Ferrari qui fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Restez avec nous, on va revenir dans quelques instants. Le Bon Dimanche Show, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche Show. Exactement ce que je disais. C'est drôle. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL. Jérémy Ferrari fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Anesthésie générale, la tournée des Zéniths dans toute la France. On va vous mettre les dates, bien entendu, sur RTL.fr et les 9 et 10 mars 2024 à l'Accor Arena. J'ai lu que dans la phase d'écriture du spectacle d'Anesthésie générale, vous aviez créé une boîte mail spéciale pour que les gens puissent vous livrer leurs anecdotes sur le monde de la santé, c'est vrai ? Ouais, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Pourquoi ? Parce que j'ai eu 1700 mails de gens qui me racontaient leurs problèmes d'herpès, leurs problèmes de perdrix, puis aussi des choses des fois dures, quoi. Ouais. Donc, en fait, je me suis aperçu quand même. Alors, il y a quand même eu des trucs qui m'ont, il y a quand même eu des. En fait, ça m'a aiguillé. C'est-à-dire que ça m'a aiguillé sur ce dont souffraient le plus les gens par rapport à leur système de santé. Donc, ça m'a conforté surtout dans beaucoup de choses. Après, ça m'a un peu fait flipper aussi parce que le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu comme le sujet d'avant, c'est que les gens évidemment réfléchissent avec leurs propres émotions et leurs propres sensibilités, ce qui est totalement normal. Mais du coup, t'as des gens, ils vont t'écrire, ils vont te dire, j'espère vraiment que vous allez faire un sketch sur l'épilepsie. Je serais extrêmement déçu que vous ne fassiez pas. Si vous ne faisiez pas un sketch sur l'épilepsie, qui est une maladie terrible, qui touche beaucoup de gens et dont personne ne parle. Et donc tu lis le mail et tu dis, putain, qu'est-ce que je dois faire ? Faut que je fasse un sketch sur l'épilepsie. Ouais. J'avais pas prévu de faire un sketch sur l'épilepsie. Et donc le problème de la santé, c'est que c'est tellement vaste et personnel et ça touche tellement les gens parce que ça génère. Ça touche tout le monde, quoi qu'il arrive, etc. Donc du coup, c'était le seul truc ça m'a un peu fait flipper parce que je me suis dit putain, j'espère que les gens vont pas être déçus que je ne traite pas de telle ou de telle maladie parce que c'était pas ça le but du spectacle, c'était pas de faire un sketch sur toutes les maladies existantes sur Terre, tu vois. Ouais. Donc c'est le seul truc qui m'a. Mais c'était intéressant parce que et puis alors c'était drôle, c'est aussi les gens qui ont l'impression de m'envoyer des documents inédits. Alors qu'ils ont juste fait des copier-coller ou des screenshots de sites complètement accessibles et qui me font des dossiers énormes en disant. Et puis après, il y a eu des trucs drôles. Parce que j'ai des gens quand même qui ont pris des risques. Alors je les ai pas utilisés là spécialement dans ce spectacle, mais j'ai quand même des gens qui bossaient dans des labos pharmaceutiques et tout, qui m'ont vraiment envoyé des trucs. Justement, je voudrais revenir sur ça, Jérémy, par rapport à vos sources. Justement, en préparant l'émission, j'ai lu une interview où des fois vous aviez des gars justement de laboratoire qui vous appelaient, qui expliquent qu'ils ont bien profité d'un système au début et puis qui à un moment. Il l'explique pas, il l'intellectualise pas, il le verbalise pas. C'est moi qui que ce soit dans Vent de pièces à Beyrouth, que ce soit dans Alléluia bordel, que ce soit dans Anesthésie générale, j'ai été amené à rencontrer des gens qui étaient dans un système qui pour moi était néfaste. Ouais. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas forcément des gens bien, parce que c'était important et intéressant de les rencontrer pour avoir aussi leur point de vue, pas simplement avoir un avis, comme je le disais tout à l'heure, subjectif sur des choses. Donc, et parfois, j'allais rencontrer des gens me disant ils vont jamais rien me dire, c'est pas possible parce qu'ils savent très bien que ce que je fais, c'est pour défoncer le système qui les nourrit, qui les fait vivre, qui les emploie et qui les paye. Donc déjà, je comprenais pas qu'ils acceptent de me rencontrer. Mais en fait, c'est ce que j'ai expliqué dans l'interview, c'est que vous avez des gens qui se retrouvent dans des systèmes un peu entre guillemets à contre-cœur. Moi, je me rappelle même d'avoir rencontré des gens au niveau des ONG, etc. Je me rappelle d'avoir rencontré des gens notamment de l'ONU qui faisaient des choses parfois qu'ils n'avaient pas envie de faire, mais ils se sont fait embrigader dans le truc. C'est-à-dire qu'au début, ils rentrent dans un système ou dans une boîte ou dans une société ou dans un truc politique ou peu importe. Ils rentrent dans un mouvement et ils sont convaincus qu'ils vont faire le bien dans ce mouvement. Et puis, ils s'aperçoivent que c'est pas si simple parce que y a de l'argent en jeu, il y a de la politique, il y a de la diplomatie, il y a 1,5 milliard de choses qui rendent ce monde très compliqué, qui font qu'à un moment donné, on va lui dire oui, mais alors attends, parce que ça, en fait, tu peux pas le faire, et on va faire ça à la place. Et ça, il est pas trop d'accord pour le faire. Sauf qu'on lui dit ok, écoute, si tu acceptes de faire ça, je te laisse faire ça. Et en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des systèmes un peu embourbés parce que ils ont accepté de faire plein de compromis avec leur moralité, avec leurs idéaux, pour parfois de l'argent, ou alors parce qu'ils se disaient en faisant ça, je pourrais au moins faire ça, et qui abandonnent et qui se retrouvent à 45 ans à des postes, à des responsabilités qui n'assument pas moralement, et du coup, moi, je leur offre une porte de sortie pour laver un peu leur âme, quoi. Ouais, Ils disent, un exutoire, quoi. Ils disent bon, allez, je vais lui filer des infos, ça me permet de vider un peu mon sac et tout. Donc c'est vrai que souvent la conscience des gens les rattrape, et c'est souvent ces gens-là qui me donnent le plus de choses. Quand j'ai travaillé sur les ONG, c'est vraiment des employés des ONG qui m'ont écrit en me disant je peux plus garder le silence, voilà les documents, voilà ça. Les ONG, j'ai eu beaucoup de documents. J'ai utilisé, je pense, un cinquième de ce que j'ai. J'ai eu des trucs vraiment incroyables. Jérémy, j'ai envie de douceur avec vous. J'ai envie d'amour.
D'accord. J'ai envie de bienveillance. J'ai envie qu'on dise du bien des gens. Moi, à mon bisounours, je lui fais... D'ailleurs, j'ai entendu une interview de vous dans laquelle vous disiez que certaines personnes qui faisaient des choses pas bien n'étaient pas toujours de mauvaises personnes à la base. C'est un peu le sujet dont on traitait là tout à l'heure. Donc, moi, je vais vous donner des noms ou des sujets, puis on va essayer de dire des choses bien. Enfin, vous allez surtout essayer de dire des choses bien, par exemple. C'est ces séquences donc qui vont être découpées, mises sur les réseaux sociaux et détruire ma carrière. Évidemment. Bah, on a assez putassier pour ça. C'est le moment. Non, j'aimerais que vous me disiez du bien de la pollution. Bah, la pollution, déjà, ça tue beaucoup de gens. Ce qui, moi, personnellement, me fait assez plaisir, surtout à Paris. Parce que si la pollution pouvait désengorger le périphérique, vu qu'on ne peut pas compter vraiment sur Hidalgo pour le faire, je pense que les cancers dus aux particules fines, déjà, vont faire travailler beaucoup de gens, vont faire mourir beaucoup de gens, et désengorger le périphérique, qui deviendra du coup beaucoup plus agréable, et tuera moins de monde, puisque on sait que c'est les bouchons qui génèrent beaucoup de particules fines. Je comprends, je suis votre raisonnement. Jérémy, si on disait du bien de la Coupe du Monde au Qatar, là, qui va arriver au mois de novembre. Moi, j'adore l'argent. Donc, de toute façon, de base, voir des milliardaires qui vont dans un pays de milliardaires pour faire payer des pauvres qui vont les regarder et pour faire mourir des pauvres qui vont travailler autour de l'événement, je trouve que tout ça est extrêmement positif, encore une fois, parce qu'il y a de l'argent et il y a de la mort. Et l'argent et la mort, ce sont les deux choses qui me font vivre actuellement. La mort me permet d'écrire des spectacles qui me rapportent de l'argent. Donc quelque part, je suis pas très très loin de ce système du football. Très bien. Vladimir Poutine, on dit des choses. Et si on disait du bien de Vladimir Poutine, là, quelques instants? Moi, je pense que c'est quelqu'un d'assez incompris. Je pense que c'est comme beaucoup des gens de l'Est, quelqu'un d'un peu... Ouais, je pense que Vladimir Poutine fait partie de ces grands sensibles qui n'ont pas eu d'oreille à l'écoute. Je pense que c'est quelqu'un à qui on n'a pas dit beaucoup je t'aime, à qui on n'a pas fait beaucoup de câlins, à qui je connais pas son rapport avec sa mère, mais on sent que c'est quelqu'un qui a pas reçu beaucoup d'affection physique. Je suis d'accord. Et je pense qu'au lieu d'être en permanence en train de le salir, de le provoquer, de l'agacer, etc., pourquoi pas venir vers lui, le prendre dans ses bras. Regardez, quand il fait cette grande table avec Macron, où ils sont chacun très grande table. Moi, j'aurais été Emmanuel Macron, j'aurais fait le tour de la table, comme ça, tranquillement, je me serais assis près de lui, et j'aurais dit, qu'est-ce que tu cherches à cacher en mettant cette distance entre nous? Et je l'aurais pris dans mes bras. C'est beau. C'est beau parce que là, vous venez peut-être de mettre le doigt sur la façon de résoudre un conflit peut-être bientôt mondial. Jérémy Ferrari fait son bon dimanche chaud sur RTL. On va revenir dans quelques instants. À tout de suite. RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Dernière demi-heure du bon dimanche chaud de Jérémy Ferrari qui est avec nous jusqu'à 15h30. Anesthésie générale, c'est le dernier spectacle de Jérémy dans toutes les grandes salles, tous les Zéniths de France et puis l'Accor Arena, l'ancien Bercy, les 9 et 10 mars 2024. Jérémy, pour l'instant, tout va bien? Tout va très bien. Eh ben, écoutez, c'est un bon moment qu'on passe ensemble et je vais m'associer à quelqu'un pendant quelques instants. Je vais m'associer à un logiciel qu'on a ici qui s'appelle, alors c'est pas Siri parce que c'est RTL, on n'a pas d'argent. Vous savez ce que c'est? Vous êtes sociétaire aux grosses têtes. C'est Thierry. Bon alors Thierry, c'est un logiciel également qui nous amène, oui, il y a du gros budget, qui nous amène 2-3 infos sur l'invité. En fait, c'est lui qui va voir un peu les interviews que vous avez pu laisser de ci, de là, sur la presse papier notamment. On lui pose n'importe quelle question, il a la réponse. Alors, regardez, on va tester. Dis Thierry, on en parlait tout à l'heure, comment ça va finir le conflit avec la Russie? Fumer des clopes, rouler vite, manger gras, c'est la seule chose que je peux vous dire. Merci Thierry. Alors, quel genre d'enfant était Jérémy Ferrari, Thierry? C'était déjà un justicier. Dans Paris Match, il a dit « À l'école je tapais avec un bâton les garçons qui regardaient sous les jupes des filles. » C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Non, il y avait un truc, j'ai toujours eu un truc très... je sais pas, l'injustice et tout, je sais pas, ça m'a toujours mis beaucoup en colère. Alors je sais pas si j'étais en colère et que je trouvais des excuses pour taper des gens sous prétexte d'un truc bien, ou si vraiment j'étais en colère. Mais oui, il y avait un jeu dans la cour de récréation et il y avait deux espèces de tours et puis au milieu il y avait un filet. Donc sur lequel tu pouvais marcher, donc les filles en jupe évidemment passaient sur le filet et donc
Et donc les petits garçons se mettaient en dessous pour regarder sous les jupes des filles. Et je les tapais avec des bâtons. Très bien. Parce qu'ils étaient plusieurs. Sinon j'y serais allé à main nue. Dis Thierry, ça vient d'où cette propension à l'humour noir de Jérémy ? Dans l'Obs, il a dit « Mes parents dégoupillaient les situations difficiles par l'humour. » Oui, ça on en a parlé tout à l'heure, et notamment les vannes de la maman de Jérémy. Quelle place tient Laurent Ruquier dans la carrière de Jérémy Ferrari ? Toujours dans l'Obs, il a révélé « Laurent Ruquier a éduqué les téléspectateurs à mon humour. » Ouais, alors là, pour le coup, Thierry, vous devriez un petit peu écouter l'émission. Je sais que vous êtes un logiciel, mais c'est ce qu'on en a parlé déjà il y a une heure. Est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres sources que l'Obs, Thierry ? Si vous n'êtes pas content, abonnez-vous à Closer. Merci. J'ai une citation qu'il a dit dans Télérama. « J'ai toujours besoin d'aller plus loin pour repousser les limites de la bien-pensance. » De manière générale, en fait, je trouve que moi, je suis quand même un challenger. J'ai un côté très compétition, etc. Donc, j'avoue que je prends quand même un malin plaisir à me dire, je suis allé jusque là. La liberté d'expression, c'est quand même un grand sujet. Moi, quand j'entends des humoristes dire, ou des artistes même dire, il y a plus de liberté d'expression, ça m'exaspère parce que c'est pas vrai. Et j'en suis quand même la preuve. Donc, c'est pas vrai. Maintenant, est-ce qu'il y a de la censure ? Parfois, oui. Moi, j'ai dû me battre parfois pour me faire entendre. En tout cas, à chaque fois qu'on m'a censuré, je suis parti. Donc là où je suis, c'est que là où on me laisse complètement parler. Et donc, c'est vrai que comme un compétiteur de sport, comme un coureur, comme un mec qui fait du canoë, comme n'importe quel, évidemment, quand je suis allé là, je me dis, je sens très bien d'aller là, voir si ça passe. Si je peux y aller. Donc c'est vrai que, et puis ça n'a aucun intérêt de faire marche arrière. Vous savez, je pense que le succès, c'est ça que ça peut générer. C'est que, en fait, vous vous embourgeoisez un peu. Parce qu'en fait, c'est pas difficile d'être tête brûlée quand vous n'avez rien. Moi, quand je démarre, on me demande qu'à rien, j'ai les chaussures, elles sont trouées. Tout ça est vrai. Hein. J'ai une veste qu'on m'a prêtée. Je fraude le métro pour aller travailler. J'ai un trou comme ça dans ma fenêtre, je peux pas le réparer parce que j'ai pas d'argent. Donc, j'ai rien à perdre. Donc, quand j'arrive sur le plateau dont on demande qu'à rire, j'insulte tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ? De toute façon, il va rien se passer. Je peux rien perdre. Alors que quand ça marche, que vous avez acheté une maison à vos parents, vous avez des employés, vous avez monté une boîte de production, vous travaillez avec d'autres artistes, que vous... Ouais, qu'il y a des carrières qui dépendent de vous. Qu'il y a des carrières qui dépendent de vous, que des salaires dépendent de vous, que des familles, donc du coup, dépendent de vous, etc. C'est là où il faut être courageux. C'est là où quand quelqu'un va te dire on va couper cette phrase, et que tu sais que si tu rentres en conflit avec cette personne, potentiellement, ça peut faire perdre beaucoup d'argent à la société, et donc mettre la société en péril, etc. C'est là qu'il faut être courageux et dire quand même, non, si tu me coupes ça, je pars. Et assumer les conséquences. Donc je crois que ce qui est difficile, c'est ça. Et en fait, moi, j'essaie toujours de mettre en difficulté parce que j'ai terriblement peur de me réveiller un matin et de m'apercevoir qu'en fait, je me suis lissé, j'ai perdu mes couilles, que je vais moins loin qu'avant. Et c'est un truc qui me fait très très peur, en fait. Parce que quand je vois des artistes, il y a des artistes qui arrivent à vieillir très bien et même à s'améliorer, puis il y en a d'autres, c'est un fait, il y en a d'autres qui perdent quelque chose et qui ont des fins de carrière, qui deviennent même un peu has-been, etc. Et je me dis, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte ou pas ? Et donc je me dis, potentiellement, on peut ne pas s'en rendre compte. Mais est-ce que c'est pas aussi pour ça, cette volonté de s'entourer, pour que justement vos proches puissent vous dire, dis donc, là, tu feras gaffe, t'es en train de... Mais bien sûr, vous savez, même le travail de producteur, il y en a plein qui me disent, mais pourquoi tu t'emmerdes d'être producteur ? Pourquoi tu te prends la tête ? T'as une carrière d'artiste géniale, pourquoi tu t'imposes ça ? Alors déjà, je m'impose pas ça, je le fais parce que j'adore ça, parce que c'est génial, parce que humainement, artistiquement, c'est génial. On prend l'exemple de Laura, que j'ai rencontrée dans un festival à Dinard. Laura Lone. Voilà, Laura Lone, et qui après joue dans des salles de 3500 places qui sont pleines. C'est des choses uniques à vivre dans une vie, ça. Mais c'est aussi le fait d'être producteur, d'avoir des gens autour de moi qui ont des salaires normaux, qui ont des vies normales, et d'être entouré aussi par pratiquement tout. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout ça me permet aussi de rester un peu ancré dans la réalité. Quand je suis au bureau, et puis en plus je suis un gros artiste, mais je suis un petit producteur. Parce que même si j'ai des super artistes, des émissions de télé et tout, sur le marché de la production audiovisuelle ou artistique, ça va, mais je suis quand même un nouveau producteur. Donc je me retape des problèmes d'un mec qui doit se battre pour obtenir des trucs. Et ça me permet aussi ça garde la flamme allumée. Ça me permet de rester ancré dans la réalité, de pas péter des plombs, de pas me dire à un moment donné au fait combien coûte un paquet de farine. Ne me demande pas combien coûte un paquet de farine parce que j'en sais rien. mais tu vois, je veux dire, de pas être déconnecté et puis de
tu vois, de garder la niaque, quoi. Il faut garder la niaque. Moi, je veux pas à 50 ans me réveiller et me dire, oh, putain, ça fait 10 ans qu'en fait, je fais des sketchs où j'attaque plus personne, où j'ai complètement lissé mon propos. Tu vois, ça me terrorise. Tiens, on parlait de Laura Lone. On lui a demandé, Laura Lone, alors, comment on pourrait définir Jérémy Ferrari ? Alors, il faut savoir que Jérémy a des problèmes d'attention. Donc, il ne peut pas se concentrer plus de 10 minutes quand on lui parle. En revanche, il impose tous les soirs 3 heures de spectacle à son public. Donc, pour moi, Jérémy, c'est une personne qui force les gens à faire ce que lui ne supporterait jamais et qui, en plus, les fait payer pour ça. Donc, on est vraiment sur un gros sadique. Elle n'a pas complètement temps. C'est un peu ça. Merci Thierry, vous avez été d'une aide précieuse, comme chaque semaine. Je ne désespère pas de vous dire la même chose un jour. Merci beaucoup. Dans quelques instants, c'est Thaïs qui va venir vous tirer le portrait sur RTL. À tout de suite. Une demi-douzaine de chroniqueurs prêts à tout pour vous faire rire. Un public en folie, plus de 2 heures de rire. Tout ça, c'est dans les grosses têtes. Et ce sera juste après le Bon Dimanche Show. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon est sur RTL. Jérémy Ferrari fait son Bon Dimanche Show sur RTL, anesthésie générale. La tournée des Zéniths, je le disais, 27 octobre, 28 octobre, 29 octobre, ça n'arrête pas. Nancy, Strasbourg, Metz. Et n'oubliez pas l'Accor Arena les 9 et 10 mars 2024. Jérémy, c'est le moment d'accueillir Thaïs. Waouh, quelle ambiance, calmez-vous, hein. C'est mou comme applaudissement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous chopé la tendinite de Magali Berda, hein? C'est ça, putain, en plus elle tombe mal cette blessure, hein, sur ma Magali là, hein. Ouais, parce que j'avais mis un petit bifton sur elle dans l'octogone avec Booba. J'ai peur que ce soit niqué. Après, bon, Booba, vu qu'il soutient à moitié Poutine, peut-être qu'il va être rappelé. Alors, passons sur la tendinite, mais restons dans le médical et l'entertainment, puisque Jérémy, bienvenue, vous venez nous voir pour le spectacle Anesthésie Générale, hein. Alors moi, je l'aurais appelé Coucher avec mon ex, parce que c'est la même chose. Mais voilà. Jérémy, votre nom de famille est donc Ferrari, mais en fait, il vous vient de votre mère. Voilà, donc vous avez choisi de prendre celui-là. Je comprends, quand on sait que votre père s'appelle Fabrice Fiat Panda, c'est beaucoup plus chiant. Tu sens que c'est un coup à te demander à se faire déposer au bout de la rue à l'école. Vous êtes connu pour faire de l'humour noir et ça a l'air de bien marcher, donc je me suis dit, bah moi aussi, je vais faire de l'humour noir, voilà, parce que j'ai pas de personnalité. Donc je me suis dit que moi aussi j'allais m'y mettre. Alors faut commencer par expliquer un petit peu le concept quand même, parce que je vois dans le fond, il y en a qui n'ont pas compris. Michel Leb, l'humour noir, non, c'est pas. Tu me poses cet accent, tu dégaines. Alors, l'humour noir, c'est une forme d'humour qui souligne avec cruauté et amertume, parfois désespoir, l'absurdité du monde. Donc vos spectacles abordent entre autres le racisme, la xénophobie, la misogynie, l'extrémisme religieux. Ah non, pardon, je suis en train de lire le programme de Giorgia Meloni en Italie. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors comme je vous préviens, première chose, parce que j'ai tout écouté ce que vous avez dit, je fais relire toutes les vannes qui arrivent par mon avocat. Voilà, parce que vous avez dit qu'il fallait le faire. Donc on s'inquiète pas, Bruno, on est tranquillou bilou, comme dit personne. On est tranquille. Après mon avocat, j'ai découvert c'était aussi celui de Tex et des Balkany, donc on n'est pas non plus serein. Après on m'a dit apparemment il faut dénoncer. J'ai dit waouh, ok, d'accord. Donc voilà, j'y suis allée Jérémy, pardon, je sais pas ce que j'ai avec les dictateurs. Très bien. Du coup, j'ai essayé d'être un peu plus comme vous. Alors donc, faut que ça dénonce. Boum, j'ai écouté que mon courage. La voisine du premier qui continuait à toucher le RSA alors qu'elle bosse au bar à vin en dessous. Les jeudis, bam, j'ai envoyé conseil départemental. Bizarrement, elle a pari de fou. Hein. En plus, elle voyait pas le rapport avec vous. Mais bon, je crois que je sais pas faire de l'humour noir en fait. Après, je vais vous dire la délation. Je crois que c'est de famille chez moi malheureusement, parce que j'ai compris un peu sur le tard que mon grand-père était pas sommelier quand on me disait qu'il faisait le tour des caves en 40 ans. Alors, bref, je vous disais l'humour noir, je sais pas faire. Mais bon, je m'accroche. Faut aller sur des sujets qui fâchent. Alors au début, j'ai commencé un papier un peu ardos en disant que vous mettiez le lait avant les céréales. Bim! Mais je me suis rappelé que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et comme j'en ai pas des masses, j'avais pas envie de les vexer. Du coup, j'ai cherché les autres Jérémy. Je me suis dit tiens, s'il y a des tueurs en série, des trucs un peu glauques, là on aime bien quand ça colle au doigt. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Qui aime quand ça colle au doigt? Bah non, prends une douche. Alors, mais les seuls que j'ai trouvés d'autres Jérémy, c'est Jérémy Frérot. Voilà. Et bon, à part avoir tué leur carrière en se séparant, pas grand chose. Le pire à la limite, Jérém Star. Peut-être tu te
demande le gars ce qu'il voulait cocher sur Postback pour finir dans un bar avec Maëva Guénam, mais bon. Du coup, ça m'a donné envie d'en prendre un de bain. Voilà, comme quoi, vous voyez, les placements de produits, je suis hyper influençable, c'est un truc de malade. L'autre jour, je regardais Le Meilleur Forgeron. Depuis, j'ai une épée de 2 mètres forgée comme les Templiers qui trône dans la cuisine. Pour le sauce, il y a un côté spectacle, mais le reste du temps, c'est chiant. Bref, j'étais dans mon bain en train de taper ma chronique et puis je me suis dit merde, mon bain, l'ordi, tac. Je suis vite sortie parce que j'avais trop peur de finir comme Clo-Clo, quoi. Électrocuté, hein, pas pédophile. Hein. Donc bref, je me disais, l'humour noir, je sais pas faire. Bon, Jérémy. Ça sort d'où? Elle l'a déterré. En vrai, c'est grave une note dans mon téléphone que j'ai rajoutée hier. Ok. Des fois, je marche dans la rue, je pense à Claude François. Alors, Jérémy, définitivement, je suis désolée, c'est pas mon truc, c'est le vôtre. Hein. Je suis vraiment du genre à culpabiliser, moi, en fait. Donc, je peux pas faire d'humour noir. Tu sais, je serais là dans ma douche, pourquoi j'ai dit ça et tout. En plus, je pense que chez moi, la culpabilité, ça doit venir de Jésus. Jésus, c'est un pote à mon père qui me fait la morale en permanence. Et en plus, j'ai plutôt tendance, à l'inverse, à m'en foutre plein la gueule en prévision. Voilà. Donc, non seulement j'attaque pas les autres, mais moi, je me démonte en avance. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, l'autre jour, j'avais un rencard. En arrivant, j'ai gueulé. Allez, l'intermittente, elle est en retard encore? Ça change? Bah alors, la Zazou, il y a pas la place pour les bolasses de feu? Voilà. J'aime bien me défoncer un peu. Tu sais, quand il m'a dit de m'asseoir, j'étais là, c'est pas parce qu'on fait nu debout qu'on peut pas s'asseoir. Excellent. Alors, bref. Donc bon, c'est pas mieux, hein. Mais si j'arrête de m'en mettre plein la gueule financièrement, pour ma psy, elle m'a dit que c'était chaud, hein, elle compte vachement sur moi parce qu'elle vient de s'acheter une baraque. Donc voilà. Bref, Jérémy, vous êtes humoriste, vous êtes producteur, vous êtes comédien, sur scène vous êtes cru. Obligé de dire ça, comme si ça t'a. Ouais, ça m'énerve. Bah attends, ma gueule. Vous avez de l'argent, quoi. Alors, sur scène, vous êtes cru et vous allez chercher un peu l'animal au fond de nous tous, parce que comme le disait sur TPMP le manager de Jean-Luc Lahaye, vous voulez toucher la vedette, faut toucher la bébête. C'est vraiment un enfer. Ça. Ouais, c'est un vrai truc qu'il a dit. Ouais. Très en forme. Voilà. Dans l'écurie Ferrari, vous tracez devant au marqueur indélébile, loin d'être débile, l'HPI qui a de la bouteille mais a appris à s'en passer. Et les mensonges, les pressions, vous vous en lavez les mains et c'est toujours mieux pour une bonne anesthésie générale. Bravo. Magnifique. Bravo. Quant à vous, chers auditeurs, le 30 septembre, n'oubliez pas, c'est la nuit européenne des chercheurs. Alors, si d'ici là, ils pouvaient trouver, ça nous libérerait une journée. Merci. Mais c'est le 30 septembre, l'émission est diffusée le 2 octobre. Oui. D'accord. Bah, Jimmy, vous revenez quand même la semaine prochaine? Bah oui, mais comme l'émission est diffusée au mois d'octobre. Ouais, mais je me suis dit, vas-y, tu peux juste dire, et est-ce que vous revenez? Ouais, d'accord, très bien, je te fais ça. Mais vous revenez la semaine prochaine? Oui. Personne n'a l'air sûr. Bah bien sûr, c'est diffusé le 2 octobre. Merci beaucoup. Non, mais attends, je peux pas, j'ai un truc. Vous avez quoi? Bah je regarde Le Meilleur Pâtissier avec Jean-Luc Mélenchon. Ah, vous connaissez, il adore les tartes. Merci beaucoup. Ça valait le coup. De rester là, merci Thaïs. Thaïs sur scène, tous les vendredis, tous les samedis à Paris à 19h30. 19h30. Oui, mais vaut mieux être là à 19h. Ouais, mais soyez là en avance. Vous n'avez pas dit le lieu? On va le dire maintenant, au théâtre du gymnase. Ça n'a pas de sens sinon de dire 19h30 Thaïs. Bah, oui, les gens le savent. Les gens, s'ils s'intéressent, ils trouveront. Le gymnase, je vais pas au con. Merci beaucoup, cher Thaïs. Allez, vous restez avec nous. On va revenir dans quelques instants avec Jérémy Ferrari. On va parler, Jérémy, des duos impossibles. Et puis, on va essayer les duos possibles avec vous. À tout de suite. Le Dalai Lama a dit « Sème un acte, tu récolteras une habitude ». Et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL ». Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon sur RTL. C'est le bon dimanche chaud de Jérémy Ferrari pendant encore quelques minutes sur RTL. On parlait tout à l'heure des duos impossibles. Les duos impossibles, ça existe depuis 2014, c'est ça? Là, on va enregistrer la 10e édition, donc ouais, c'est ça. Ça doit démarrer en 2014 à peu près. Ouais. Le principe est simple, vous montez sur scène avec d'autres humoristes ou pas, d'ailleurs, pas forcément. C'est quand même souvent des duos. Hein. Et vous créez des duos qui pourraient sembler impossibles, voire improbables. Alors oui, bon ça c'était le concept de départ. Après je vais pas niquer ta séquence. Mais vous niquerez jamais ma séquence. Je suis armé face à toute situation, cher Jérémy. Je peux vous le dire. Non, mais moi je pense que je voudrais revenir sur un truc qui s'est passé en off. Parce que vous vous êtes rendu compte que l'expression tirer le portrait, c'était vraiment has-been, comme on avait parlé du has-been avant. Et vous l'avez dit en off. Et moi, je pense que c'est important de dire à vos auditeurs que vous êtes en train de vous rendre compte que on ne peut pas dire tirer le portrait. Voilà. En 2022, on ne peut plus le dire. On peut plus dire ça. Donc, je dis aux auditeurs, ceux qui commencent à dire, écoute-moi, c'est la dernière fois que j'écoute cette émission parce qu'il dit tirer le portrait. Voilà. Laissez-lui une chance dimanche prochain. Il va se rattraper. Il va trouver une autre expression. Je vais travailler dessus. Vous savez que je vais bloquer parce qu'il faut que je trouve vraiment quelque chose d'autre. Enfin, j'ai une semaine pour se faire, ça devrait aller. Jérémy, je vous propose
propose les duos possibles. Les duos possibles. Les duos possibles, d'accord. Allez. Je vous balance des trucs, vous me dites si c'est possible ou pas, si vous envisageriez de le faire en tout cas. D'accord. Ok. Avec plaisir. Faire une rumba avec Katrina Patchett. Rumba. Non, trop vieux. Oui, mais on peut pas se reprendre sur tirer le portrait et Jérémy, commencer la séquence d'après. Dans la rumba. Dans Danse avec les stars, ils dansent la rumba. Ah, la rumba. Et c'est pas l'expression pour dire la fête. Non. C'est vraiment la danse, la rumba. Non, bah ça, d'accord. Je retire ce que j'ai dit. Excuse-moi, là, je te tutoie, mais enfin bon, quand même. Faire une rumba avec Katrina Patchett dans la prochaine saison de Danse avec les stars, duo possible ou pas? Possible. Faire un ping-pong avec Emmanuel Macron? Possible. Aller au stade avec Philippe Croizon et lancer une hola? Plus que possible. Projet à caler dès maintenant. Mais vous êtes en train de bosser avec lui sur un one man, hein, on est d'accord? Ouais, mais alors on a pris beaucoup de retard sur le one parce que Philippe c'est avant tout un aventurier et là il s'est relancé dans un Paris-Dakar et tout, donc du coup ça a beaucoup ralenti ça a énormément ralenti le projet. Bon, on espère qu'on va y arriver un jour, mais là il est reparti dans beaucoup d'aventures, donc on avait attaqué, ouais. Jouer à Monsieur Patate avec Guillaume Batz. De toute façon, on fera pas pire que le résultat actuel, donc c'est faisable. Chanter pour l'Eurovision avec Michel Sardou. Je pourrais pas non plus pire que ce qu'on a régulièrement à l'Eurovision, honnêtement. Donc pourquoi pas, hein. Jouer votre prochain spectacle en duo avec Nicolas Hulot, ça va être un spectacle sur l'écologie. Bah s'il est pas en prison. Jouer au Roi du Silence avec Jean-Luc Mélenchon. Ah ouais, mais ça je pense que je gagne, hein, pour le coup, mais ça peut être rigolo aussi. Voilà, continuez cette émission jusqu'à 15h30. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Non, c'est vrai, vous êtes ici et dans quelques instants, on va se dire au revoir. Mais avant cela, il y aura les 20 dernières secondes et puis surtout, j'aimerais, avant de vous laisser partir, qu'on parle de projet cinéma. À tout de suite sur RTL. Le Bon Dimanche Show, même mon chien est fan. Tout à fait d'accord. Moi aussi, c'est mon moment préféré dans l'émission. Bruno Guillon sur RTL. Vous les changez à chaque fois ou c'est les mêmes tous les dimanches? Non, on en change, on écrit. Non, mais c'est un vrai taf parce qu'il y en a beaucoup de différents. L'animateur peut avoir des expressions ringardes, mais il travaille beaucoup les jingles. Mais moi je relève parce que ça c'est des trucs les gens par exemple ils se rendent pas compte. Mais il faut se rendre compte que dans tous les jingles il y a une vanne, il y a un truc, il y a un montage et tout. On essaye. C'est vraiment du travail pour un résultat qui est médiocre, mais il y a un travail quand même. Il y a un vrai travail, il y a une vraie implication. Jérémy Ferrari fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Encore quelques minutes à passer ensemble. Je voudrais qu'on parle cinéma. Le premier film avec Saïd Beltibia, ça commence là au mois de décembre, c'est ça? Vous avez joué votre premier vrai rôle un peu méchant au cinéma. Alors ouais, je vais jouer un rôle. C'est dur, il paraît que c'est dur. Je vais jouer un rôle. Ben en fait, c'est ça qui est chouette. Enfin, je suis hyper content parce que le cinéma, j'ai refusé beaucoup de trucs parce que je me suis dit je me suis pris la tête à avoir une carrière assez iconoclaste sur scène, donc j'ai envie de faire des trucs au cinéma, pas forcément même des gros rôles, mais au moins toujours des trucs originaux, que ce soit dans l'humour ou pas, mais voilà, des trucs qui tapent un peu. Et j'ai eu la chance de me faire repérer par Saïd Beltibia, qui fait partie du collectif Courtrage-Mé. En gros, un collectif Courtrage-Mé, vous avez Laj, Kim Chapiron, Romain Gavras, et il y a Saïd Beltibia qui va lancer son premier long métrage. Et donc Saïd est venu me voir il y a 2 ans, et donc on a 2 projets de films ensemble. On a un film où ils m'ont proposé une histoire qu'on a écrit ensemble, donc ils m'ont fait vraiment un truc sur mesure. Et ce film-là, on devait le tourner là. Sauf qu'entre-temps, Saïd, qui avait d'autres projets, a eu un film qui s'est financé très rapidement. Et donc on va tourner à la place. Voilà, du coup ça a changé un peu les agendas. Et donc là, en décembre, je vais tourner un film qui s'appelle Rokia avec je peux pas dire les acteurs et les actrices, mais c'est des très très gros acteurs. C'est du pointu. Ouais, c'est une grosse pression pour moi parce que là je vais avoir des gens en face de moi qui sont vraiment du très 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 lourd. Pas que d'un point de vue national, vraiment international, donc ça va être. Oui. Ouais, ils m'ont fait vraiment confiance sur un truc, mais moi je leur ai dit, j'ai encore mangé avec le producteur hier, je dis vous êtes sûr que c'est pas une erreur de casting? Non, ils me font vraiment confiance. Et un rôle qui est c'est pas une comédie du tout. On est vraiment dans un film très très hard. Donc moi je suis hyper content parce que je vais jouer. Je suis terrorisé. Je suis terrorisé. D'ailleurs je vois encore le réalisateur tout à l'heure pour qu'il me dise ça va aller. Je crois que c'est juste pour me dire ça va aller. Mais je suis hyper content parce que c'est le cinéma que je voulais. C'est un cinéma différent, original. Voilà. Et on a un deuxième film qu'on va tourner en octobre, donc pas de cette année mais de l'année d'après. Quel est celui que vous avez coécrit là par contre? Là c'est celui que j'ai coécrit. Ils sont arrivés avec une histoire complètement incroyable et moi j'ai ajouté un truc et ils m'ont dit on va l'écrire ensemble. Et donc ça on va le tourner en octobre-novembre et là pour le coup c'est une comédie. Alors c'est une comédie à ma sauce, ça va être une comédie sombre, provoque, percutante, avec quand même de l'émotion parce que moi j'aime toujours bien mettre de l'émotion. Mais voilà, donc là j'ai 2 films avec eux.
Ouais, il y a des potes dedans. Normalement, il y a Guillaume Batz dans le deuxième. D'accord. Il faut qu'il soit gentil. Très bien, le message est passé, je sais qu'il nous écoute. Fin de cette interview, ce sont les dernières secondes de l'émission. Et dans ces cas-là, je vais vous donner des questions très rapides. Il y a 2 propositions, vous n'avez pas à réfléchir, on n'explique pas pourquoi, vous êtes obligé de faire un choix. D'accord. Ok, on y va. Top chrono. Allez. Jérémy Ferrari, rire ou dénoncer? Rire. En colère ou en roue libre? Colère. Boire ou conduire? À conduire. Travailler ou farniente? Travailler. Abdos ou fessiers? Fessiers en ce moment. Radio ou télé? Télé. Matin ou soir? Soir. Les amis ou la famille? Les amis. Chien de garde ou chien de berger? Mais même moi en l'écrivant, je n'étais pas sûr. Non, celle-là, je la trouve très cohérente, je pourrais te l'expliquer, berger. Faire savoir ou savoir faire? Savoir faire. Prévenir ou guérir? Prévenir. Et ben voilà. J'ai l'impression que la boucle est bouclée. Jérémy Ferrari. Je vais juste me faire engueuler par ma mère parce que j'ai choisi Ami. Ça, ouais. Juste à ma mère qui va m'écouter, qui va me dire t'as choisi Ami au lieu de famille avec tout ce qu'on a fait pour toi. Voilà. Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari est sur scène, tournée des Zéniths et également à l'Accor Hotel Arena. On va mettre les dates sur rtl.fr. Merci beaucoup Jérémy. Merci à vous. Merci. C'est un vrai plaisir de vous avoir. C'était un plaisir d'être là. Merci à Karina Siamer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Millou, François Touchard et Valérie Zetoun qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. On se retrouve dimanche prochain entre 14h et 15h30 et tout de suite place au meilleur moment des grosses têtes.